Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouvrage du même auteur. Le français par la chanson, en collaboration, Paris L'Harmattan, 1998. De l'écrit à l'écran, Paris L'Harmattan, 2007. De la langue à la culture, Paris L'Harmattan, 2008. Le noir, couleur dangereuse ou transgressive, en collaboration sous la direction de Éric Agbessi, tome 1, Approche civilisationnelle, Paris, édition du manuscrit 2011. La couleur noire, une obscure clarté sous la direction de Éric Agbessi, préface de Abdou Diouf, Paris, édition du manuscrit 2012. Nouer le lien social, pratique de communication en collaboration sous la direction de Sébastien Rouquette, Clermont-Ferrand, PUBP, 2015. Le vivre ensemble, un avenir noir, Paris L'Harmattan 2016. Dédicace. À ma femme et à ma fille. Introduction. Où va la francophonie ? De plus en plus de francophones, quelles que soient leurs origines, sociales, ethniques, professionnelles, etc., se posent aujourd'hui la question, où va la francophonie ? Le français est-il en danger, en particulier face à l'anglais ? Et les francophones sont-ils encore capables de défendre leur langue, voire désireux de le faire ? Cette francophonie en danger est-elle bien représentée par la francophonie institutionnelle, chargée de promouvoir et de défendre cet outil commun à des locuteurs si différents ? Pour qui doit-on se battre ? Pourquoi ? Pour défendre la langue des Lumières ? Pour continuer d'universaliser les fondements de la République française ? Pour que le français soit de lieu et l'outil de l'interculturel, voire du métaculturel ? Pour que le français continue d'être un outil de savoir ? Un outil d'émancipation ? Le français n'est-il pas vécu par certains francophones comme un outil de domination ? Le temps de la colonisation est aboli, mais le français, en Afrique par exemple, n'est-il pas encore pour certains un outil de pouvoir ? L'histoire est là, toujours présente, même si de plus en plus de locuteurs intra- et hors hexagone revendiquent leur droit à la liberté de parole. Liberté de parole ? Jusqu'où peut-on la défendre ? Les francophones ont-ils le choix ? Pourraient-ils s'émanciper des normes lexicales, et autres, ancrées dans les esprits même si la réalité linguistique de ces dites normes échappe aujourd'hui à la quasi-majorité des locuteurs francophones ? Qui parle quoi ? Les locuteurs ont-ils assez de recul pour se faire une vision précise de la langue qu'ils utilisent ? Ne sont-ils pas tous ou presque, en France comme ailleurs, victimes des stéréotypes qui ont toujours marqué cet outil social qu'est le français ? Qui parle quoi ? Le bon usage, qui le représente ? Qui le respecte ? En quoi consiste-t-il ? Par quelles pratiques, linguistiques, grammaticales, sémantiques, lexicales, etc. se manifeste-t-il ? En France, comme ailleurs dans le monde, le français est aujourd'hui en ébullition sans que les spécialistes, ici, là et ailleurs, soient capables de mesurer la profondeur et la puissance de cette vague universelle. Doit-on être pessimiste ? L'avenir du français est-il menacé ? Assistons à une vulgarisation du français, terme au sens totalement ignoré par la plupart des locuteurs, comparable à celle que subit jadis le latin. Les francophones, et plus particulièrement les francophones de France, sont-ils capables de transgresser tous ces stéréotypes qui les paralysent alors qu'eux-mêmes, en tant que locuteurs, sont pour la plupart d'entre eux, totalement incapables de mesurer objectivement la qualité du français qu'ils parlent ? Partout dans le monde, c'est d'abord aux systèmes éducatifs, et d'une façon plus générale à l'éducation, telle qu'elle est pratiquée et ressentie, que revient la mission de permettre au français d'être une langue d'avenir. Il faut revoir et améliorer les relations de tous les francophones avec le français qu'ils parlent et qui est leur langue, en Afrique, en France ou ailleurs et même partout dans le monde. Il y a des pays comme le Québec par exemple, où cette relation des locuteurs avec leur langue, le français, est bien mieux vécue qu'ailleurs, en France en particulier, il faut donc s'en inspirer. Les programmes de formation didactique et pédagogique conduits au sein de la francophonie institutionnelle ont des objectifs très riches dans ce domaine mais malheureusement, la réalité dépasse la fiction théorique des enseignants-chercheurs impliqués dans les projets de formation en cours. La formation des enseignants reste encore, dans de trop nombreux pays, un véritable leurre, sans parler de l'inadaptation de la plupart des méthodes d'enseignement-apprentissage utilisées en Afrique, par exemple, où ne sont pas assez prises en considération les conditions d'enseignement, effectifs pléthoriques, non prise en compte des langues maternelles, etc.
Pour demeurer une langue d'avenir, le français doit être vécu par tous ses locuteurs, quels qu'ils soient, comme un lieu de rencontre et de dialogue en gommant le déséquilibre sociolinguistique et culturel qui caractérise aujourd'hui la plupart des situations francophones. Comme le déclarait récemment Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, l'heure est à l'action et à l'efficacité. La promotion de la langue française et de la richesse de ses variétés doit être au cœur des réalisations de la feuille de route de la francophonie. Première partie, la francophonie et la langue française. Chapitre 1 La francophonie, un espace francophone. Dans l'allocution qu'il prononça en mars 2007 à l'occasion de la présentation de la Maison de la francophonie, le président Chirac associe France et francophonie, en attribuant à cette dernière des valeurs dites universelles, celles de la République, telles que liberté, démocratie et droits de l'homme. Le président Chirac n'est pas le seul chef d'État français à assimiler France et francophonie, même s'il développe aussi dans son intervention un autre point de vue malheureusement trop rarement exprimé par lui-même comme par tous ses successeurs. Notre langue, déclare-t-il, s'enrichit sans cesse de la création et de l'imagination de toutes celles et ceux qui la parlent. Le français, et par conséquent la francophonie, est trop souvent perçu et présenté comme un outil politique franco-français destiné à exprimer, en dehors de nos frontières, la modernité et le progrès. Le linguiste que nous sommes ne peut que s'indigner face à cette conception nombriliste de la nature, du rôle et de la fonction d'une langue en passe d'être appropriée par des centaines de millions de locuteurs hors hexagone. Affirmer, comme le déclare le président Chirac, que ce qui rassemble les locuteurs du français est d'abord l'amour de cette langue, est un vœu, voire un leurre, qui, même si l'on peut partager ou espérer cette réalité, ne peut que se traduire par une conception idéologique de la langue française perçue comme le seul outil de valeurs universelles telles que liberté, égalité, fraternité. Que le chef de l'État français se pose en donneur de leçons face à l'évolution des situations dans le monde tout entier, et plus particulièrement en Afrique, peut être compris mais pas à travers le prisme d'une langue. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut aborder le sujet, si l'on souhaite que le français devienne enfin une langue de développement pour tous les États qui l'ont retenu et choisi comme langue officielle. C'est toujours dans la même direction que celle de son prédécesseur que se situe le président Sarkozy, lors du discours prononcé à l'occasion de l'inauguration officielle de la Maison de la francophonie à Paris, 19 à 21 avenue Bosquet, le 18 mars 2011, 4 ans après la présentation de ladite maison par le président Chirac. Le président Sarkozy y définit la francophonie comme un lieu d'échange politique et culturel au service de la diversité, de la démocratie, des droits de l'homme. Le seul point positif que peut retenir de ce discours le linguiste que nous sommes est relatif à la défense et à l'ouverture de l'identité de chacun au sein de la francophonie. Émerge donc l'idée du regard sur l'autre, de son acceptation, véritable soubassement de l'interculturel, même si malheureusement, cet angle de vue sur la perception de la langue française n'est pas du tout développé dans ce discours présidentiel. La francophonie reste donc, pour le président Sarkozy comme pour son prédécesseur, une porteuse de valeurs qui doit aider les peuples à s'affranchir de leur chaîne. Nous aurons l'occasion de mesurer l'ampleur de cette ambition, mais nous ne pouvons que regretter l'absence de toute prise en compte des éléments fondamentaux liés à cette ambition universelle, dédiée à la francophonie, comme par exemple, la rénovation des systèmes éducatifs en Afrique, sans laquelle la francophonie, ou plutôt la francophonie, sera vouée à l'échec. La francophonie, posture politique post-coloniale d'une France qui cherche à rattraper son passé, ou la francophonie, prise en compte d'un instrument de communication aux 6 fonctions fondamentales, dont la fonction référentielle, instrument partagé par tous les peuples ayant vécu une histoire commune et appelés à vivre ensemble un avenir commun. Langue de l'innovation référentielle, le français serait-il en train de devenir le véhicule de valeurs expressives spécifiquement africaines, le lieu de production d'un sens africain, le berceau d'un véritable et nouvel univers sémiotique? C'est vers cette dichotomie très positive que nous pousse à espérer le président Hollande lors de son intervention au 15e sommet de la francophonie, qui s'est tenu à Dakar en 2014. Il ne suffit pas, déclare le président, de parler français pour avoir de la culture, en se fondant sur la déclaration d'Albert Camus au centre de nos préoccupations et de nos convictions de linguistes, « Je n'ai qu'une patrie, la langue française ».
La langue française, c'est aussi un trait d'union entre des peuples et des continents. La langue française, nous dit encore le président Hollande, est notre pays natal, la matière avec laquelle nous composons nos souvenirs, nous retrouvons nos émotions, nous évoquons nos rencontres. Nous nous trouvons là, pour la première fois dans un discours officiel, au cœur de notre problématique de linguiste. Les Français, natifs de leur langue, n'en sont que les copropriétaires puisqu'elle appartient à tous ceux qui la parlent à un titre ou à un autre. La communauté francophone doit être multiple ou elle ne sera pas. Tel est le sens de l'enseignement légué au monde entier par L.S. Senghor, pour qui le métissage universel n'est pas un mythe, mais une réalité accessible à un bon nombre d'hommes sur la terre par le truchement de la langue française, à condition de ne pas chercher à assimiler la pratique de cette langue à l'idée de la suprématie des valeurs socio-culturelles franco-françaises. C'est dans le discours qu'il prononça à l'université de Ouagadougou, Burkina Faso, en novembre 2017, que le président Macron est le premier chef d'État français à affirmer que la langue française, notre langue, n'est pas uniquement française. Il se situe dans la perspective du français langue africaine, telle que la défendait Pierre Dumont dans l'ouvrage précédemment cité, 1990. Pour le président Macron, l'avenir de la langue française n'est donc pas un patrimoine à protéger mais bien un avenir qui se joue en Afrique. « Ma langue est aussi la vôtre », déclare le président, et vous vous l'êtes appropriée. Et le président de jouer avec les mots en utilisant à la fin de son discours un africanisme très répandu et partagé par la plus grande partie des locuteurs africains du français. Voilà, mesdames et messieurs, au moment de me retirer, je crois qu'il est coutume ici au Burkina Faso de demander la route. Le français s'est donc émancipé de la France et c'est une excellente perspective d'avenir puisque la langue française ne peut vivre que si l'on donne la prééminence aux usages. La France ne porte pas seule le destin du français. Cette prise en compte des africanismes faisant du français une langue africaine est encore loin aujourd'hui de faire l'unanimité. On se souvient encore de la préface rédigée par le président Senghor au lexique du français du Sénégal, dans laquelle le président remet en cause le titre du dit ouvrage, préconisant un lexique du français au Sénégal et non pas du Sénégal, comme si, au fond de lui, les normes endogènes n'avaient pas encore droit de citer. C'est dans le même état d'esprit que se situe, près de 40 années plus tard, un linguiste malien lors du colloque international de Montpellier 3, Université Paul Valéry, consacré à l'enseignement des langues dans les approches bimultilingues, suite à l'intervention d'un participant favorable à la prise en compte des normes endogènes dans l'enseignement-apprentissage du français en Afrique francophone. Je pense que nous sommes dans une position de complémentarité, de relations conviviales et fonctionnelles entre les langues africaines et le français. Mais dans un contexte de globalisation, de mondialisation, de concurrence atroce, est-ce que la norme endogène n'est pas de nature à créer une sous-variété du français étant donné que les représentations linguistiques ne sont pas tellement favorables à un français petit nègre ? Le français que l'on apprend à l'école ne doit-il pas être le même que le français qu'on apprend partout dans toutes les écoles francophones ? En mettant l'accent sur la norme endogène, ne va-t-on pas vers l'espace des représentations qui tendraient à faire croire qu'on va faire un enseignement au rabais, et qu'on amène les enfants à parler le français petit nègre ? C'est mon inquiétude. Dans le discours prononcé à l'Institut de France, mars 2018, le président Macron va dans la même direction que nous. Il déclare en effet que le français s'est désormais émancipé de la France et que la langue française ne peut vivre que si l'on donne la prééminence aux usages, contrairement à ce que déclarait l'intervenant malien que nous venons de citer lors de son intervention au colloque de Montpellier 3. Pour que le français s'ouvre au monde, le président Macron définit 3 missions à lui confier. Apprendre en français. Échanger en français. Créer en français. La première de ces 3 missions, apprendre en français, est un véritable défi centré autour de la rénovation en France comme ailleurs et particulièrement en Afrique, des systèmes éducatifs. Formation des enseignants en France comme ailleurs, prise en compte de la priorité à accorder à la pratique du français oral, en France dans les quartiers prioritaires et partout en Afrique où il ne faut pas l'oublier, le français n'est pas la langue maternelle des apprenants, placer ensuite la lecture au centre de l'apostrophe. Apprentissage en intégrant dans tous les programmes scolaires et universitaires tous les auteurs francophones, quelle que soit leur origine, comme Senghor, Nkurumah, Nimrod, Ampateba, etc.
Le deuxième défi est, déclare le président Macron dans son discours, de faire du français une langue majeure d'échange, de communication. Pour le président, il s'agit là du rôle prioritaire de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, faire du français une langue utile, en particulier par le développement du numérique pour l'enseignement-apprentissage de cette langue. Il s'agit là, encore une fois, de l'un des objectifs prioritaires d'un des programmes de l'OIF, le programme IFADEM, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Mais pour le président Macron, la notion d'échange a une autre valeur, celle de la prise en compte de l'autre à travers le dialogue interculturel qui ne peut se fonder que sur le plurilinguisme. Il faut aujourd'hui que la France cesse d'être un pays unilingue, sikh, et uniculturel. Dans tous les pays d'Afrique, le français ne peut se développer qu'en contact avec les langues et les cultures qu'il côtoie, d'où l'importance à accorder à la pratique de la traduction. Le troisième point que développe le président Macron est le suivant. Le français doit être la langue qui crée le monde de demain parce que la langue française est d'une abondance et d'une richesse de sens incomparables, et aussi parce qu'elle est constamment dans cette intranquillité avec les autres langues, dans cette cohabitation avec les autres langues, parce qu'elle a elle-même vécu dans notre propre pays dans cette intranquillité. Et ce fut d'ailleurs au cœur des premières batailles de l'Académie française. Nous n'avons jamais été une langue unique, complètement, ou hégémonique totalement. C'est cela qui nous a donné cette richesse, et c'est cela qui fait que la création a une place toute particulière dans la langue qui est la nôtre. La mission de la francophonie ne se soumet pas au cadre cartésien d'un programme politique, elle excède tout ce qui chercherait à la canaliser. L'explosion artistique et littéraire qui gagne les territoires de la francophonie est aujourd'hui le seul programme qui vaille, et je ne vais donc pas vous dire que je vais vous proposer une politique de création dans la francophonie. Il y a trop ici de femmes et d'hommes qui créent dans, par ou avec le français, pour accepter cette forme en quelque sorte de verticalité. Notre rôle, c'est plutôt de le rendre possible, de l'accompagner, de faire fleurir ce qui aujourd'hui est en germe, de propager ce qui a déjà mouru et de faire que de Paris aux confins du Niger, du bassin du fleuve Congo jusqu'au Pacifique en passant par les Caraïbes, il y ait toujours cette vitalité qui puisse ainsi s'épanouir. Et nous nous trouvons là au cœur d'une problématique qui perturbe depuis des lustres les défenseurs de la francophonie en Afrique, et qui a été mise en exergue par la lettre que l'écrivain Alain Mabankou a adressée au président Macron le 15 janvier 2018. Au XIXe siècle, lorsque le mot francophonie avait été conçu par le géographe Onésime Reclus, il s'agissait alors dans son esprit de créer un ensemble plus vaste, pour ne pas dire de se lancer dans une véritable expansion coloniale. D'ailleurs, dans son ouvrage Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique 1904, dans le dessein de pérenniser la grandeur de la France, il se posait deux questions fondamentales. Où renaître? Comment durer? Qu'est-ce qui a changé de nos jours? La francophonie est malheureusement encore perçue comme la continuation de la politique étrangère de la France dans ses anciennes colonies. Repenser la francophonie, ce n'est pas seulement protéger la langue française qui du reste n'est pas du tout menacée comme on a tendance à le proclamer dans un élan d'autoflagellation propre à la France. La culture et la langue française gardent leur prestige sur le plan mondial. Dois-je rappeler aussi que le grand reproche qu'on adresse à la francophonie institutionnelle est qu'elle n'a jamais pointé du doigt en Afrique les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté d'expression, tout cela orchestré par des monarques qui s'expriment et assujettissent leur population en français? Ces despotes s'accrochent au pouvoir en bidouillant les constitutions, rédigées en français, sans pour autant susciter l'indignation de tous les gouvernements qui ont précédé votre arrivée à la tête de l'État. Il est certes louable de faire un discours à Ouagadougou à la jeunesse africaine, mais il serait utile, Monsieur le Président, que vous prouviez à ces jeunes gens que vous êtes d'une autre génération, que vous avez tourné la page et qu'ils ont droit à ici et maintenant, à ce que la langue française couvre de plus beau, de plus noble et d'inaliénable, la liberté. Notre collègue malien, en prenant position, lors du colloque de Montpellier 3 auquel nous avons déjà fait référence, contre l'émergence des normes endogènes au centre de cette créativité mise en exergue par le président Macron, ne serait-il pas en train de défendre cette conception de la francophonie africaine vilipendée à juste titre par Alain Mabankou, celle d'une langue pure et dure réservée à une élite au pouvoir et qui ne souhaite pas céder sa place?
C'est dans ces conditions que le concept de partenariat prend toute son ampleur, à la fois politique et linguistique, lorsque le président Abdou Diouf, alors secrétaire général de la francophonie, souhaite que tous les peuples d'Afrique adhèrent à une francophonie partagée en toute sécurité, ressentie comme l'affirmation d'une identité spécifique née de la coexistence de la langue française avec des langues africaines rétablies dans leur rôle culturel et éducatif. C'est à cette seule condition que seront creusées les nouvelles fondations de l'École d'Afrique, qui doit devenir un lieu d'échange et d'interaction. Le temps du purisme élitiste est dépassé. Il faut tourner la page et proposer de nouvelles normes prenant en compte les usages de bon aloi. Il y a un Français d'Afrique, il ne faut pas en avoir honte. Ce Français d'Afrique n'est donc pas une invention de sociolinguistes, mais une réalité que nous allons maintenant prendre en compte en notre qualité de didacticien. Maîtriser une langue ne se limite pas à maîtriser un système linguistique, c'est-à-dire un ensemble de règles de fonctionnement morphologique ou syntaxique, mais consiste bien à maîtriser des normes sociales, pragmatiques et rhétoriques nées de la valorisation des contextes sociaux et culturels qui sont ceux de l'apprenant, mais aussi et avant tout, du citoyen africain à qui l'on impose l'officialité statutaire de la langue française. C'est dans cet esprit qu'a été élaboré le Dictionnaire universel, auquel nous avons déjà fait référence. Diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires sur tout le continent africain, cet ouvrage se fixe les objectifs suivants, tous en parfaite harmonie avec ce que l'on entend aujourd'hui par partenariat linguistique. 1. Expliciter les notions propres à l'Afrique et étrangères au système de référence du français. Il s'agit là de ce que Christian Purin a nommé le métaculturel, fondé sur l'acquisition et la transmission de spécificités des cultures étrangères pour certains locuteurs, mais pas pour tous évidemment. Le Dictionnaire universel prend en compte ces réalités, itinéraire obligé d'un travail d'appropriation du français par l'acteur social africain francophone. Cet objectif se réalise à partir de 3 démarches lexicographiques convergentes. Une approche sociologique fournissant à l'usager des données de base sans lesquelles rien n'est possible. Une approche anthropologique qui permet tout au long du dictionnaire universel d'aborder les questions de civilisation sous l'angle des réalités quotidiennes. Une approche sémiologique qui aide à mettre en rapport les significations, les sens, les connotations. On remarquera que chacune de ces 3 démarches peut se fonder, au moins partiellement, sur une comparaison ou si l'on préfère, sur une étude contrastive des réalités sociales et des valeurs symboliques auxquelles est confronté l'usager. 2. Éliminer le caractère exogène des dictionnaires franco-français, jusque-là seul en usage dans les classes d'Afrique pour lutter contre l'insécurité linguistique. On se situe là en plein accord avec la définition du partenariat linguistique, comme la propose le président Abdou Diouf et au cœur de ce que Christian Purin, dans l'article précédemment cité, désigne sous l'appellation du multiculturel, c'est-à-dire la construction d'un savoir-vivre ensemble acquis à partir des approches interactionnelles, sociologiques, anthropologiques et sémiologiques. 3. Transformer les représentations de l'apprenant citoyen africain sur ses propres valeurs culturelles, à partir de ce type d'ancrage. On se retrouve là dans le domaine du co-culturel, concept encore dû à Christian Purin, aujourd'hui érigé en principe d'action collective pour l'élaboration d'une nouvelle culture commune née de l'éradication de l'ethnocentrisme. 4. Faire preuve de transparence vis-à-vis des différentes valeurs sémantiques attribuées à un mot, en se situant par conséquent dans un mode transculturel, constitué des valeurs universelles, celles de l'humanisme si chère à L.S. Senghor, l'un des pères de la francophonie. Le travail de lexicographie accompli dans l'élaboration du dictionnaire universel à partir des données recueillies dans l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire a permis de transformer l'ethnocentrisme normatif qui a trop longtemps plombé l'enseignement du français en Afrique en un véritable pluricentrisme interculturel, auquel on doit attribuer les 3 dimensions suivantes, linguistique, sémiologique et éducationnelle. Nous nous retrouvons là au cœur de notre sujet de réflexion. En effet, la dimension linguistique est celle qui concerne la description d'un usage purement linguistique, correspondant essentiellement à la fonction référentielle, voire instrumentale, dévolue à la langue et de ce point de vue-là, appartient bien au domaine de la didactique des langues la plus traditionnelle, dont il ne viendrait à personne l'idée de nier le caractère prioritaire qu'on se situe en contexte de FLE, français langue étrangère, ou de FLS, français langue seconde.
La dimension sémiologique consiste à savoir doter le signe linguistique de sa valeur sociale et culturelle. Nous nous retrouvons là dans le domaine de l'interculturel, voire de l'intraculturel si l'on admet le concept d'espace francophone en lieu et place de celui de francophonie, sachant que les premiers travaux didactiques portant sur ce sujet remontent à la notion de charge culturelle partagée, CCP, due à Robert Gallisson. Enfin, au plan éducationnel, la publication de ce dictionnaire universel est de nature à remettre en cause la définition de normes encore en usage dans de nombreux pays d'Afrique refusant d'admettre la réalité sociale de l'apparition des normes endogènes. En effet, partout où il est utilisé, cet ouvrage de référence a joué son rôle de légitimation d'un usage social, aujourd'hui donc en passe d'être officiellement reconnu et admis dans les pratiques scolaires. L'un des exemples fournis par Daniel Latin concerne l'emploi du mot bol, en français du Sénégal. Les diverses acceptions de ce terme, bol, cuvette, ainsi qu'un certain nombre d'emplois métaphoriques comme repas, sont présentés dans le dictionnaire universel selon une hiérarchie distinctive d'ordre morphosémantique entre variétés, de sens et d'emploi, en vue de rendre compréhensibles leurs relations et leur enchaînement, dans le cas de la métaphorisation, au sein du système linguistique objet d'apprentissage. Cette règle de traitement, fondée sur la capacité métalinguistique du sujet parlant auquel les auteurs du dictionnaire universel font confiance, s'applique ici en interculturalité français standard français d'Afrique mais pourrait être généralisée à d'autres espaces francophones. Il ne s'agit donc pas d'africaniser, de régionaliser le français, mais de faire sa place à l'Afrique en relativisant les autres références, dans le cadre d'un réel partenariat linguistique et culturel faisant du français la langue du locuteur-acteur social africain. C'est peut-être le lexique du français du Sénégal, publié en 1979, qui nous fournit le premier exemple d'outil pédagogique au service de la résolution des questions, presque toujours restées sans réponse, posées par l'émergence d'une norme locale. Ce lexique décrit un usage qui existe et qu'on ne peut ignorer, même et peut-être surtout à l'école. Les sénégalismes relevés y sont classés selon leur origine, en emprunt ou néologisme, et les critères de sélection sont clairement exposés: fréquence, répartition géographique, répartition sociale et enfin innovation d'ordre référentiel. Ce qui est parfaitement nouveau et qui reste encore original à ce jour dans le lexique du français du Sénégal est la manière dont est situé chaque usage régional. L'écart par rapport à la norme du français dit standard est mis en évidence et commenté dans des pages roses à visée non normative, non prescriptive, mais qui fournissent de simples références relatives à la nature de l'écart, de la différence entre l'usage franco-français et l'usage sénégalais. C'est ainsi, par exemple, que si le mot chambre apparaît dans la première partie du lexique, constituée par les pages blanches de l'ouvrage, avec son sens sénégalais de pièce d'habitation, il réapparaît dans les pages roses avec son sens français de pièce où l'on couche. Il ne s'agit en aucune façon d'établir une hiérarchie entre deux usages, mais de faire prendre conscience à l'usager de la différence qui existe entre deux pratiques sociales. Cette explicitation du sens étranger, pour reprendre une expression chère à Robert Gallisson mais que lui, réservait aux langues étrangères alors que nous l'appliquons ici au FLS, s'inscrit dans une action réflexive conscientisée qui devrait pouvoir s'intégrer dans l'appropriation d'une réelle compétence de communication. C'est ainsi que le lexique du français du Sénégal est sans doute le premier ouvrage de ce type qui prenne en compte l'émergence d'un français portant la marque de la culture au sein de laquelle il se développe. Nous pensons qu'il importe avant tout de ne porter atteinte ni à la faculté d'accueil, ni aux mécanismes créatifs qui se manifestent dans le français au Sénégal et qui lui permettent d'exprimer les réalités africaines. Vouloir purifier ce français, vouloir le corriger pour le rendre conforme, c'est à coup sûr détruire la souplesse qui lui a permis de se couler dans des réalités nouvelles. Et quand bien même on adopterait ces principes, va-t-on pour les appliquer interdire tel emprunt, bannir tel néologisme, imposer telle construction ? À l'inverse, dans la fièvre créatrice qui caractérise le français du Sénégal, le risque existe, qu'il ne faut pas ignorer, de voir la fièvre l'emporter sur la création. Or une langue qui ne serait ni africaine ni française serait deux fois inutile. Le français ne peut ni ne doit se substituer aux langues africaines. Témoin de la rencontre de deux civilisations, le français du Sénégal peut contribuer à réduire le déséquilibre sociolinguistique et culturel existant actuellement entre la situation de la langue française et celle des langues africaines.
Voilà donc, défini et illustré près de 20 ans avant qu'il ne soit lancé par Abdou Diouf lors du 6e sommet de la francophonie, celui de Cotonou, 1995, le concept de partenariat. Certes, le français restera toujours vraisemblablement une simple langue de complément en Afrique, et c'est très bien ainsi quel que soit son statut. La distinction idéologique que font encore aujourd'hui de nombreux sociolinguistes entre les fonctions nobles, réservées à la langue officielle, et les fonctions basses, ou inférieures, réservées aux langues vernaculaires ne change rien au fond du problème. En effet, jamais le français n'assurera en Afrique, pas plus que dans les départements français des Amériques, DFA, comme la Martinique ou la Guadeloupe, la transmission totale d'une expérience. Est-ce une raison toutefois, pour réduire son rôle à celui d'un code impersonnel, destiné exclusivement à des échanges d'informations purement intellectuelles, administratives, scientifiques, techniques? Français universel ne peut signifier français anonyme, langue de communication ne peut signifier langue dévitalisée. Or, éliminer d'une langue tout élément expressif et affectif, c'est la dessécher, la réduire à un schème, à un squelette. Dès 1974, dans un numéro spécial du bulletin d'information numéro 7, du Centre d'études de linguistique théorique et appliquée, CLTA, de Lubumbashi, particularité actuelle du français d'Afrique centrale, Willy Ball plaidait en faveur d'une attitude d'accueil. Des lexicographes avertis, comme le Belge André Gousse, directeur de la 13e édition du Bon Usage, ont alors proposé de mettre en place des critères d'acceptabilité. 1. L'utilité, d'ordre à la fois référentiel et expressif, la première concernant la simple dénomination des référents émergeant d'un environnement culturel et naturel suscitant de nouveaux besoins communicatifs, la seconde révélant des modèles rhétoriques particuliers issus d'un imaginaire collectif spécifique sur lequel nous reviendrons. 2. La conformation envisagée d'un point de vue intrinsèque, phonético-graphique, morphologique et lexicologique, et en fonction du degré d'efficacité de la communication, de son économie, de sa clarté. C'est ainsi qu'en français d'Afrique, si l'emprunt vaut par son univocité sémantique, il se signale généralement, comme c'est aussi le cas très souvent en français central, par l'introduction dans la langue d'accueil de sons ou de graphèmes insolites. Mais pourquoi ne pas accepter l'idée que le français d'Afrique s'est doté de phonèmes supplémentaires comme le X, de Xala, impuissance sexuelle temporaire en français du Sénégal, emprunt dû au célèbre cinéaste Ousmane Sembène? Le français central n'a-t-il pas admis depuis des générations? La livre sterling est connue depuis des siècles, le G en finale des mots d'origine anglaise comme footing et caravaning. 3. La vitalité, à la fois statistique, calculée en fonction de la fréquence et de la répartition, est productive lorsqu'un item se manifeste en tant que base de dérivation, de composition, c'est-à-dire lorsqu'il se caractérise par une grande richesse d'ordre sémantique donnant naissance à un vaste champ polysémique. C'est le cas par exemple du mot boy qui, en français d'Afrique, a donné lieu à un grand nombre de dérivés et de composés au relent parfois colonialistes comme boy blanchisseur, boy cuisinier, boy cal, boy de chambre, petit boy, boyerie, mais pas uniquement. L'ouvrage publié en 2006, sous la direction de G. Ndiaye Koréar, atteste de la vitalité de cet item qui s'est encore récemment enrichi d'autres dérivés comme boy disco, boy Dakar, boy guerrier, boyton, et beaucoup d'autres. Si le spécialiste préoccupé d'interculturel que nous prétendons être ne peut que se montrer attentif et sensible à cet aspect-là de la créativité lexicale caractérisant le français d'Afrique et faisant l'objet de nombreuses tentatives de catégorisation, critères diatopiques, diastratiques, diaphasiques, d'ordre productif, fréquentiel ou socioculturel, il ne peut en rester là dans son exploration didactique du concept de partenariat. Le français est-il donc un simple instrument ou déjà un lieu de construction des identités, un outil au service du citoyen ou simplement à la disposition d'une élite dirigeante, héritière directe de l'ancien colon? Un moyen de développement? Tous les observateurs se rejoignent pour souligner la nécessité de susciter une prise de conscience de la situation culturelle, didactique et politique du français. La question des rapports entretenus par le français avec les autres langues d'Afrique au sein des systèmes éducatifs a conduit le didacticien, depuis des décennies, à faire la distinction, non seulement au plan sociolinguistique, mais aussi et surtout au plan méthodologique, entre français langue maternelle, français langue étrangère et français langue seconde.
Certains vont même jusqu'à affirmer que l'alternance codique, largement pratiquée au cours des activités métalinguistiques en classe de langue, n'est plus à considérer comme une déviance à sanctionner, mais comme la manifestation d'une démultiplication des stratégies de communication utilisées même en milieu scolaire et jusque dans la classe. Ces éléments sont à l'origine de la singulière complexification de la mission dévolue aux enseignants africains tiraillés entre le normal, le normatif et le pédagogique. Il existe en effet une distorsion de plus en plus grande entre le français de l'école, ou plus exactement la représentation que s'en font les enseignants et ceux qui sont chargés aujourd'hui de les former, et le français tel qu'il est pratiqué par les apprenants, comme par les enseignants eux-mêmes. Mais cette distorsion ne se limite pas au domaine linguistique. Elle déborde en effet largement sur le culturel, le social et le langagier, dans la mesure où la langue française appartient désormais à l'environnement social naturel de l'apprenant africain. La première question à poser aujourd'hui est évidemment celle de la place de la formation traditionnelle dans les systèmes éducatifs africains. Dans les systèmes éducatifs existants, et ce depuis le début de l'ère coloniale sauf pendant la brève période de Jean d'Arc au Sénégal, cette formation est tout simplement ignorée, c'est-à-dire qu'elle est implicitement voire explicitement péjorée. Encore aujourd'hui en Afrique, l'école ne prend pas assez en compte ni les acquis de la société dans laquelle l'enfant a grandi, pour ce qui est des règles d'éducation, ni les structures selon lesquelles cette société fonctionne. Pour ce qui est de la langue française proprement dite, il nous apparaît que le terme de réappropriation, auquel on pourrait tout aussi bien substituer celui d'appropriation, n'est pas encore suffisamment compris. C'est encore, principalement, en termes d'interférence et d'analyse contrastive que raisonnent la plupart des praticiens, didacticiens et membres des corps de contrôle d'Afrique. Il s'agit, pour tous ces représentants institutionnels ou non des systèmes éducatifs, de se poser en enseignant chargé d'évaluer des performances en fonction de règles relativement strictes, celles de la grammaire du français standard, même si l'on conçoit bien que certaines fautes n'auront pas le même statut en Afrique qu'en France, linguistique appliquée oblige. Que faut-il entendre par appropriation du français, de la part des locuteurs africains ? C'est de cette définition que devrait naître, au moins partiellement, une nouvelle didactique du français langue seconde. L'intégration au français d'emprunts et de néologismes dus aux locuteurs africains constitue, certes, une première phase non négligeable dans l'approche du concept d'intégration linguistique. Cette phase a été matérialisée, en quelque sorte, par l'élaboration puis la publication de l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire et plus récemment par celle du dictionnaire universel. L'étude des modalités d'intégration au français d'emprunt aux langues africaines laisse entrevoir un début de processus d'autonomisation par rapport au français central. Mais le phénomène de l'appropriation ne peut se réduire à cette seule intégration linguistique, même si l'on presse déjà les problèmes soulevés par sa seule manifestation en discours, à l'oral comme à l'écrit. En effet, la présence en français d'Afrique, de termes inconnus du français central, emprunt ou néologisme, n'est sans doute pas à mettre au compte de la seule innovation référentielle. Elle est également due, par-delà ces usances de mieux en mieux décrites par des observateurs de plus en plus avisés et expérimentés, à un usage social différent. Reconnaître ce fait, c'est accepter l'idée d'une francophonie plurielle, éclatée, reflétant des réalités sociales différentes. L'appropriation du français ne se mesure donc pas seulement à l'aune des marques d'intégration linguistique, mais à celle de l'acceptabilité sociale de ces créations dont force est de constater qu'elles sont en train de changer la langue française de l'intérieur. Les sens nouveaux ainsi répertoriés surgissent du contexte social et non plus spécifiquement écologique, spécifiquement africain. Les accepter participe donc de la nécessité d'adapter les systèmes éducatifs aux évolutions en cours, non seulement dans le fonctionnement de la langue française en Afrique, mais aussi dans celui des sociétés au sein desquelles elle est utilisée. On peut donc affirmer que le cadre étroit de l'analyse linguistique qui a longtemps prévalu ne convient plus à une description du français d'Afrique qui devient réellement le français en Afrique. Un français de moins en moins décalé par rapport à la culture africaine quotidienne, comme si l'écart chronologique traditionnellement constaté par les ethnolinguistes entre l'évolution culturelle et linguistique était en train de fondre pour permettre une meilleure adéquation entre langue et société. C'est donc dans cet esprit qu'on peut parler d'une véritable appropriation du français par ses locuteurs africains,
Appropriation que les États généraux de Libreville ont largement contribué à faire prendre en compte par tous les acteurs des systèmes éducatifs. Comment ? En définissant une politique d'accueil en direction des usances ayant fait l'objet d'un relevé systématique, sinon exhaustif. Mais cette politique ne peut se réduire à l'établissement de listes de particularismes, si riches soient-elles. En effet, c'est à travers leur propre visée que les locuteurs de la langue française en Afrique, quels qu'ils soient, l'utilisent et se l'approprient. On doit donc passer d'une conception différentielle, fondée exclusivement et implicitement, d'où le silence des décideurs, sur une hiérarchisation des usages accordant la primauté à la norme hexagonale, à une vision globale de la langue française révélatrice d'une énonciation spécifiquement africaine. Une simple mise en forme politique et éducative des normes du français est-elle suffisante pour préserver cette langue de l'implosion partout dans le monde ? Il est sans doute trop tôt pour le dire, mais les perspectives actuelles n'inclinent pas à l'optimisme, tout au moins dans les zones où le français est langue seconde. En effet, le fossé entre le Nord et le Sud est dans ce domaine encore plus profond que dans les domaines économiques ou politiques. À quelques exceptions près, comme au Mali par exemple où s'est mis en place il y a plus de 20 ans un programme d'éducation bilingue, rien ou presque n'a été fait de concret depuis les États généraux de Libreville 2003, pour rendre effectif l'enseignement et l'apprentissage des langues premières, ce qui fait que le français continue à garder son statut de langue imposée par l'école. Comment ? Dans ces conditions, imaginer le développement systématique et contrôlé d'une norme à vocation identitaire, la seule qui puisse définitivement mettre fin à tout sentiment d'insécurité linguistique. Enfin, peut-on encore ignorer aujourd'hui la nature des rapports existants entre une langue, quelle qu'elle soit et quel que soit son statut, et son mode d'appropriation ? De nombreux observateurs ont constaté que la complémentarité fonctionnelle, qu'on opposera à la complémentarité officielle qui souvent n'existe pas puisque les langues nationales africaines n'ont pas encore fait l'objet d'une réelle reconnaissance institutionnelle, se traduisant par leur émergence dans les cursus d'enseignement, entre le français et les véhiculaires locaux est remise en cause, de manière très dynamique certes, par l'émergence des nouvelles représentations qu'ont les locuteurs africains du français. En effet, leur comportement linguistique donne à penser qu'une norme de référence non hexagonale, issue de l'existence de parlers populaires voire argotiques, de l'apparition de spécificités nationales, de la prise en compte de la variété interne, sociale et stylistique, et de la nécessité d'adopter son discours aux situations de communication est en train de naître. C'est dans cette perspective que se situe le référentiel général d'orientation et de contenu 10 publié en 2000 et qui, malheureusement, n'a pas encore été pris en compte dans la rénovation en cours des systèmes éducatifs africains. Le français, pas plus aujourd'hui qu'en 842, lors de la signature du serment de Strasbourg entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, n'est plus la propriété jalouse des seuls Français. Il appartient à l'ensemble de la communauté francophone. L'enseignement de cette culture francophone devra être intégré à celui de la langue, puis à celui de la littérature. Il ne s'agit pas de plaquer un cours fastidieux de francophonie sur un cours de FLS, mais d'assurer en toute conscience l'inévitable charge culturelle de tout enseignement linguistique. C'est au président Macron, lors de son discours prononcé à Erevan le 11 octobre 2018 à l'occasion du 19e sommet de la francophonie, que nous laisserons le soin de conclure cette réflexion. Enfin, et c'est le point sur lequel je voulais terminer mon propos, la francophonie est en quelque sorte ce lieu ouvert, universel, ce lieu d'excellence où nous pouvons réinventer le combat pour les biens communs universels et réinventer le multilatéralisme pour ces deux raisons que je viens d'évoquer. Parce que le français est devenu une langue monde et parce que le français est une langue de traduction et d'échange. Le français n'existe pas si on le réduit à un continent. Le français n'existe pas s'il refuse la traduction. Il n'est pas une langue qui écrase les autres, c'est une langue qui se nourrit des autres, qui n'existe que dans un espace de traduction. C'est une langue qui ne peut vivre, progresser, se développer que si on comprend qu'elle est un espace de compréhension commune, respectueux du monde, loin de toute hégémonie, le lieu d'une réinvention permanente, d'un humanisme repensant des équilibres nouveaux. Ça doit être cela la francophonie, une langue de l'universel, de la traduction, des auteurs, de l'échange. Chapitre 2 : Francophonie et francité. C'est dans le recueil publié en 1999 sous la direction de Sylvie Candé,
suite au colloque qui s'est tenu à New York University les 4 et 5 avril 1997, que nous avons pu avoir accès aux déclarations de l'écrivain congolais Henri Lopez relatives à sa conception de la francophonie exprimée lors de plusieurs entretiens. Je me réclame de 3 identités culturelles. La première est mon identité originelle. Celle qui me rattache à ma communauté. La prise de conscience de nos identités originelles nous a fourni notre légitimité. Elle nous a permis de faire apprécier au monde un ton littéraire nouveau. Cette vague nouvelle a non seulement affecté les thèmes abordés, mais a également suscité un renouvellement des formes d'expression. Jacques Roumain, le premier en Haïti, Amadou Kourouma en Afrique, Édouard Glissant, Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau aux Caraïbes, ont donné une nouvelle saveur aux langues dans lesquelles ils s'exprimaient. Ce qu'il faut retenir de cette première déclaration, c'est le pluriel employé par Henri Lopez lorsqu'il parle des langues qui constituent les tons nouveaux de la francophonie, comme par exemple, celui qui est utilisé par Amadou Kourouma dans Allah n'est pas obligé, prix Renaudot 2000. Pour raconter ma vie de merde, de bordel de vie dans un parler approximatif, un français passable, pour ne pas mélanger les pédales dans les gros mots, je possède 4 dictionnaires. Primo, le dictionnaire Larousse et le Petit Robert. Secondo, l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire et tertio, le dictionnaire Araps. Ces dictionnaires me servent à chercher les gros mots et surtout à les expliquer. Il faut expliquer parce que mon blablabla est à lire par toutes sortes de gens. Des toubabs, colons, des noirs indigènes sauvages d'Afrique et des francophones de tout gabarit. Gabarit signifie genre. Le Larousse et le Petit Robert me permettent de chercher, de vérifier et d'expliquer les gros mots du français de France aux noirs nègres indigènes d'Afrique. L'inventaire des particularités lexicales du français d'Afrique explique les gros mots africains aux toubabs français de France. Le dictionnaire arabe s'explique les gros mots pidgin à tout francophone qui ne comprend rien de rien au pidgin. La deuxième identité de Henri Lopez est son identité internationale. Français langue nationale? Français langue première ou seconde? En tout état de cause, le français n'est plus en Afrique une langue étrangère. Elle est aujourd'hui une langue africaine, au même titre que nos langues maternelles. Émerge donc, pour Henri Lopez, une francophonie plurielle qui balaie le conservatisme linguistique. L'écrivain congolais incite ses lecteurs à se débarrasser des représentations traditionnelles de la langue française telles qu'elles ont été prônées durant des lustres, l'assimilant trop généralement à une simple langue de culture, celle que elle est. Senghor, comme nous le développerons dans la suite de notre approche de la francophonie, nommera la francité, alors que nous sommes de plus en plus confrontés lorsqu'on parle français aujourd'hui, ici, là et ailleurs, à une langue de culture. Ma troisième identité, celle qui constitue la signature de l'écrivain, est mon identité personnelle. En terminant par mon identité personnelle, je me place sans doute en marge de ma société collective et solidaire. Mais n'est-ce pas là la rançon de la création, qu'elle soit de nature littéraire ou scientifique? Chaque fois que ce débat m'agite, c'est pourtant dans la sagesse populaire de mon pays que je trouve les raisons de persister. Car comme dit un adage congolais, aujourd'hui tu sculptes le tam-tam dans la solitude, demain il fera danser le pays. Nous sommes là en plein cœur de la fonction émotive ou expressive du langage, définie par Jacobson, qui permet à l'émetteur en français comme dans sa langue maternelle, d'exprimer ses émotions, son investissement personnel, affectif ou psychologique. En un mot, il s'agit bien ici de l'expression directe de l'attitude du sujet à l'égard de ce dont il parle, pour citer Jacobson. Un autre écrivain et chef d'État semble, contrairement à Henri Lopez, toujours sous le joug de la francophonie. Il est naturel qu'après la négritude, j'aborde le problème de la francophonie. Parce que je suis un ancien colonisé de la France, mais surtout, parce que je crois en la francité. La francité, je la définis comme l'ensemble des valeurs de la langue et de la culture partant de la civilisation française. À travers la francité, elle est. Senghor met donc en exergue ce qu'il nomme les vertus de la langue et de la littérature du génie français, émanant d'une triple symbiose géographique, ethnique et culturelle. Cette francité se caractérise aussi pour l'académicien, par une logique naturelle et une admirable clarté, héritage de Descartes. Compte tenu de cette conception très élitiste de la langue française et de ses représentations, le président sénégalais n'hésite pas à critiquer la prononciation méridionale,
qui trouble la mélodie naturelle de la langue française. C'est en linguiste que L.S. Senghor tient à s'exprimer en reprochant aux méridionaux, sic, l'ouverture des voyelles dans des mots comme chose prononcé avec un O ouvert ou encore comme moins prononcé avec un S final. Mais le créateur de la francité va encore plus loin en préconisant des néologismes uniquement de racines grecques ou latines, et en vilipendant les emprunts à l'anglais, d'où la nécessité pour lui, de maintenir dans tous les systèmes éducatifs, en Afrique comme ailleurs, l'enseignement du grec et du latin. Le dernier point développé par L.S. Senghor dans son plaidoyer pour la francité consiste à cultiver les vertus majeures du génie français, qui, selon lui, peuvent être définies par la clarté dans la logique et la nuance dans la précision. Et le président de conclure son plaidoyer pour la francité, « Rien n'est perdu. Tout dépend de notre courage, mais surtout de notre esprit de méthode et d'organisation, de notre francité pour tout dire. » Ces prises de position senghoriennes exprimées en 1988 dans Ce que je crois se situent dans la même perspective que d'autres déclarations, comme celle qui constitue par exemple la préface rédigée en 1979 au Lexique du français du Sénégal, ouvrage que le président refusa de nommer ainsi, remplaçant du Sénégal par au Sénégal. Il n'y aurait donc pour le président qu'un seul français de référence, celui de la francité, même s'il ne peut nier l'émergence de particularismes africains dans le français parlé par les Sénégalais. Le linguiste que se veut être le président du Sénégal va même jusqu'à affirmer dans sa préface que certains sénégalismes recensés dans le lexique du français du Sénégal ne sont en réalité que des termes venus de l'Hexagone, et que d'autres, toujours recensés dans cet ouvrage, ne sont que des emprunts occasionnels, sic, dus à tel ou tel journaliste par exemple, et de ce fait, mis en avant sur la scène par les auteurs du dit lexique. Sans vouloir le déclarer directement, le président du Sénégal semble donc vouloir nier l'émergence d'un Français d'Afrique aux antipodes du concept de francité. L.S. Senghor n'est pas le seul à défendre cette prise de position implicite, opposée à l'émergence d'un Français d'Afrique. Dans la conférence qu'il prononça lors des journées scientifiques du réseau thématique de recherche lexicologie, terminologie, traduction, FES, 20 au 22 février 1989, le professeur Kossia Afeli déclarait: La notion de Français d'Afrique suggère au moins deux choses. D'une part, qu'on veut continuer à marginaliser l'Afrique, qui ne serait plus alors qu'un vaste champ de fouilles où des chercheurs en mal de sensations fortes viendraient s'égayer à bon compte à ses dépens. D'autre part, que la francophonie est encore loin d'être une réalité vivante et que son échec est au bout du compte assuré. L'adoption par l'Afrique du Français d'Afrique ne saurait mieux consacrer les deux attitudes. Contrairement à ce qu'affirme le professeur Kossia Afeli, le Français d'Afrique, aujourd'hui, n'est pas un phénomène de marginalisation mais la manifestation d'une appropriation de la langue française par ses locuteurs africains pour qui le français est devenu un véritable interlecte, c'est-à-dire un idiome permettant à tout locuteur d'Afrique de se servir de ce moyen de communication pour servir de véhicule aux manifestations les plus répandues, voire les plus hautes, de sa propre culture, au sens le plus élargi de ce terme. Le français langue seconde, rendu ainsi une langue vivante et conviviale grâce à l'ensemble de ses relations métissées, doit pouvoir devenir la langue de scolarisation afin de devenir un instrument endogène d'éducation et de lutter contre l'insécurité linguistique des maîtres et des élèves. L'interlecte, auquel nous faisons ici référence, n'est donc pas à confondre avec l'interlangue qui n'est qu'une hybridation individuelle d'une langue étrangère, due essentiellement aux interférences entre langues en contact chez l'apprenant. L'interlecte ne renvoie pas à un individu, mais à un groupe géographiquement et socialement repérable. Né d'une extension géographique et culturelle, l'interlecte correspond bien à une communauté sociale. C'est un terme qui n'appartient pas au domaine de la didactique des langues étrangères, contrairement à celui d'interlangue lié aux approches contrastives, mais bien à ce que Robert Laffont appelait la revendication identitaire. Le Français d'Afrique, aujourd'hui encore trop souvent ignoré des programmes en cours sur la rénovation des systèmes éducatifs en Afrique, est le seul moyen de lutter contre l'insécurité linguistique qui s'est trop souvent manifestée à travers un respect sacro-saint des normes hexagonales, voire parisiennes du XVIE accent grave arrondissement. La francophonie doit être plurielle ou elle ne sera plus. Ceci signifie que partout où il est utilisé, le français, même en France, se trouve en contact avec d'autres langues.
Il n'existe donc pas un Français, mais des Français. Il faut savoir se pencher sur les mécanismes d'appropriation qui sont à la disposition des locuteurs africains francophones. La langue française doit revendiquer comme une force, comme une marque de sa vitalité populaire cette multiplicité essentielle, ce caractère fondamentalement kaléidoscopique qui est dans sa nature. Cette polyphonie interne ne se manifeste pas seulement par l'apparition d'emprunts et de néologismes, mais par celle d'autres marques sous-jacentes beaucoup plus profondes et donc beaucoup plus difficiles à déceler. Un cas typique de cette plasticité salutaire de la langue française nous est fourni par la réappropriation de certains champs sémantiques à laquelle se livrent de nombreux usagers du français en Afrique. À ce propos, il est intéressant de noter que parmi tous les observateurs de la langue française, aucun n'a jamais jusqu'à ces tout derniers temps abordé ce problème. S'approprier la langue française, c'est y introduire des termes nouveaux, mais aussi des rythmes nouveaux, des images jamais vues, de nouvelles manières de penser et de sentir. Or, tout ceci suppose une réorganisation de la langue qui ne se limite pas à de simples enrichissements lexicaux. Il s'agit en réalité, pour le locuteur africain, de proclamer à travers la langue française son attachement à une culture et à des traditions qui ne sont pas nécessairement celles de la France. Voilà la chance de la francophonie, voilà le défi que tous les francophones doivent relever ensemble. Comment ? Par le recours à un certain nombre de processus, dont on peut commencer aujourd'hui à rendre compte. Lesquels ? D'abord, l'innovation référentielle qui est constituée par l'ensemble des procédés d'enrichissement lexical de l'ordre de la macro-sociolinguistique. Emprunts, néologismes, etc. Exemple, essencerie, d'abat, fonctionnel, boule de neige, préparé, homme de loi, européen, bureaucrate, etc. Ensuite, la réorganisation des champs sémantiques. Le sens des mots français se modifie selon les contextes, selon l'inscription du monde extérieur dans des catégories lexicales différentes selon les cultures auxquelles le locuteur appartient, selon là où les visions de la réalité qui participent de la construction du sens. Cette dernière approche se rapproche de ce que d'aucuns nomment la compréhension active, qui s'oppose à la compréhension passive, celle des simples descripteurs de langue qui, à travers le décodage des éléments lexicaux et grammaticaux, n'atteint jamais que la signification, alors que comprendre un énoncé, en saisir le thème, suppose qu'on s'oriente par rapport à lui, qu'on le replace dans la situation adéquate. Exemple, bouche en français de France et en français d'Afrique où ce terme désigne la parole. Avoir la bouche chaude, parler vite, mais aussi l'autorité, nier la bouche de quelqu'un, refuser d'obéir et les relations sociales, garder sa bouche chez soi, ne pas se mêler des affaires d'autrui. Le troisième point concerné par cette appropriation du français par ces locuteurs africains est l'expression d'une organisation sociale, propre à l'Afrique, directement en rapport avec les réalités sociales et culturelles africaines, donnant lieu à un traitement linguistique particulier. Exemple, il a marié une teint clair. Dans cette phrase, 3 points sont à mettre en évidence. Le premier est l'utilisation d'un néologisme, teint clair. Le second est l'utilisation du verbe marier avec un complément d'objet direct et le troisième est l'utilisation exclusive d'un sujet masculin, il, puisqu'en Afrique, c'est encore toujours un homme qui épouse une femme. On voit donc là émerger, à travers ce français d'Afrique, un nouvel univers sémiotique qui conduit le locuteur africain à court-circuiter l'univers linguistique auquel le locuteur francophone natif hexagonal est accoutumé, et qui conduit le dit locuteur africain à conférer au signe une autre valeur, un autre sens à l'origine de l'avènement d'un nouvel univers sémiotique qui n'est plus le résultat de préoccupations d'ordre esthétique ou social, mais d'ordre culturel, voire symbolique. C'est ainsi que dans l'ouvrage intitulé La langue française dans le monde 2018, à paraître en mars 2019 édition Gallimard, et qui a déjà fait l'objet d'une synthèse diffusée par l'OIF, il est fait référence au degré d'appropriation du français par ces locuteurs africains. Quel regard ces locuteurs, dont ce n'est pas souvent encore la première langue de socialisation, portent-ils sur cette langue que l'on dit parfois seconde, et que certains appellent africaine, si ce n'est de par son origine, par son appropriation ? Comment aborder la question de la diversité de la langue française qui se déploie au rythme de l'inventivité et des besoins des francophones ? Malheureusement, à ce jour, aucun des programmes conduits par l'OIF dans le cadre de la rénovation des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne ne prend concrètement en compte l'émergence de ce français dit africain.
C'est pourtant cette seule prise en compte de l'appropriation du français par ses locuteurs africains qui devrait permettre de maîtriser cette insécurité linguistique, sur laquelle nous reviendrons dans notre chapitre suivant. Insécurité néfaste à tout enseignement de la langue française, langue seconde et nationale dans la plupart des pays dits francophones, enseignement qui doit nécessairement se situer dans un contexte positif. C'est dans cet objectif qu'a été réalisé et publié en 2000 un référentiel général d'orientation et de contenu dans lequel est pris en compte un enseignement de la francophonie. Le français, aujourd'hui, est de plus en plus approprié et même revendiqué par ses locuteurs africains pour qui cette francophonie n'est plus imposée mais choisie. Dans tous les pays d'Afrique où le français a le statut de langue nationale, il est à la fois langue de culture, d'éducation, langue de communication internationale, langue scientifique, langue du travail et de l'administration. Le français, pas plus aujourd'hui qu'en 842, n'est plus la propriété jalouse des seuls Français. Il appartient à l'ensemble de la communauté francophone dans le monde entier. Comment enseigner la francophonie ? Cette nouvelle didactique doit se fonder sur une triple démarche définie en fonction du niveau des apprenants. Elle va d'une sensibilisation implicite à la francophonie, années 1 à 5, à une approche réflexive idéologique et institutionnelle, pour les 3 dernières années, en passant par une approche ludique, années 6 et 7, puis culturelle et scientifique, années 8 et 9. Un dernier conseil est défini par les auteurs de ce référentiel. Pour éviter la transmission dogmatique et finalement peu efficace d'un corps de doctrine francophone, il est préconisé une démarche active de découverte et d'appropriation qui impliquera l'élève dans la construction progressive de cette culture francophone vivante. Au cours des 5 premières années d'apprentissage de la langue française, les pistes déployées ne visent qu'à une simple sensibilisation à quelques aspects de la francophonie, comme par exemple, la liste des pays dits francophones qui partagent donc la même langue, puis en 5e année, la préparation d'une fête francophone ou même la rédaction d'un journal de classe en français. Au cours de ces activités pédagogiques, les élèves découvriront ce que signifie avoir une langue en partage, après l'avoir apprise et avoir surmonté ensemble les mêmes difficultés d'apprentissage sur lesquelles il ne sera pas interdit de revenir. Au niveau 2, c'est-à-dire de la 6e à la 9e année d'apprentissage, la francophonie doit devenir une matière d'enseignement, son histoire, ses acteurs, ses institutions, découverts et analysés à travers des produits culturels comme le cinéma, la chanson francophone, sur laquelle nous reviendrons dans un prochain chapitre, le théâtre, l'histoire, tous ces produits faisant émerger la diversité francophone dans tous ses aspects, politiques, culturels, linguistiques, institutionnels. Au niveau 3, de la 9e à la 12e année d'enseignement, le lien devra être fait entre l'enseignement de la langue et celui de la littérature, allant au-delà des plaquages dogmatiques nés d'une idéologie francophone. Il s'agit ici, à travers la francophonie, d'entraîner l'apprenant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.